22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le chef de l'État a présidé la 42e session extraordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'IGAD à Kampala, en Ouganda. Et à Gaza, l'ONU tire la sonnette d'alarme et famine. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, président en l'exercice de l'IGAD, Ismaël Omar Guelleh, a présidé ce jeudi les travaux du 42e sommet extraordinaire de l'IGAD qui s'est ouvert à Kampala, capitale de l'Ouganda. Au programme de ce sommet, deux thématiques essentielles, la crise soudanaise et le récent différend entre l'Éthiopie et la Somalie. Ce sommet est l'occasion de rappeler l'urgence de cesser les violences et parvenir à un accord à travers les négociations et les pourparlers des protagonistes au Soudan pour restaurer la paix et la stabilité dans ce pays frère. Quant au second sujet à l'ordre du jour de ce sommet de l'IGAD, il porte sur le différend récent entre la Somalie et l'Éthiopie suite à la réalisation d'un mémorandum d'entente entre l'Éthiopie et le Somaliland en début du mois. Ce sommet dédié à la crise soudanaise, entre autres sujets, a culminé avec l'acceptation que le chef des forces de soutien rapide, le général Mohamed Hamdan Di Hemeti, a lui aussi, à la faveur d'un entretien téléphonique avec le président Guelleh, apporté à l'initiation d'un cessez-le-feu dans son pays. Outre l'accord sur le cessez-le-feu, les deux protagonistes de la crise soudanaise ont également accepté le principe de se rencontrer dans un délai de 15 jours afin d'ouvrir la voie à une série de mesures de confiance entre les deux parties qui débouchent sur le lancement d'un processus politique. Sous l'égide de la présidence du président de l'État, du chef de l'État djiboutien, Ismaël Omar Guelleh, l'IGAD réussit ainsi l'exploit d'une médiation acceptée par tous les protagonistes de la crise soudanaise. Elle doit indubitablement ce succès à l'approche méthodologique du président Guelleh qui a dérivé les arbitrages menés au prolongement d'un processus rigoureux d'écoute, d'analyse et de fusion opérée sur toutes les sensibilités politiques soudanaises et les initiatives de paix distinctes conduites autour de la problématique soudanaise. En marge de ce sommet, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, mettra à profit ce déplacement en Ouganda pour s'entretenir en marge avec le président du pays hôte, Yoweri Museveni, ainsi que plusieurs homologues chefs d'État et de gouvernement de pays de l'IGAD. Écoutons à présent le discours ou l'allocution que le président Guelleh a prononcé à l'ouverture donc de ce 42e sommet de l'IGAD. Bismillahirrahmanirrahim. His Excellency Mzee President Museveni and dear host, Excellencies, heads of states and governments, Excellencies, ministers and heads of delegation, Sir Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Mr. Musa Faki, Chairperson of OAU Commission, ladies and gentlemen. At the outset, I would En préambule, je vous adresse à tous un chaleureux accueil à ce 42e sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Je vous souhaite à tous une année remplie de force, de bonne santé, de bonheur, de croissance et de prospérité pour nos nations et nos communautés. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude à M. Yoweri Museveni, président de la République d'Ouganda, pour avoir gracieusement accueilli cette 42e réunion extraordinaire de l'IGAD, malgré son emploi du temps chargé. Nous nous réunissons aujourd'hui dans un contexte d'urgence, alors que notre région fait face à des temps difficiles, que ce soit le conflit dévastateur de notre nation sœur, le Soudan, ou les récents développements dans les relations entre la Somalie et l'Éthiopie. Ces défis exigent un leadership audacieux, un engagement inébranlable et une vision partagée qui transcende les frontières et les idéologies. Comme vous le savez tous, le sommet d'aujourd'hui a été convoqué à la demande de la République fédérale de Somalie. Cette demande a émergé en réponse à la récente signature du mémorandum d'entente entre la République démocratique et fédérale d'Éthiopie et le Somaliland. Notre forum nous a toujours offert l'opportunité unique de participer collectivement aux délibérations sur chaque évolution préoccupante de notre région et d'avoir un dialogue ouvert et constructif sur les questions difficiles qui importent le plus à nos nations et à nos peuples. Et nous, chefs d'État et de gouvernement, nous avons la responsabilité de guider nos nations à travers ces moments difficiles dans un esprit de coopération et de solidarité véritable. C'est donc avec l'espoir que tout au long de ce sommet, nous engageons des discussions robustes et fructueuses, laissant aucune pierre non retournée dans notre quête de résultats fructueux, constructifs et tangibles. Sur ce mot, je déclare officiellement ouvert ce sommet extraordinaire.
Dans l'actualité également, la délégation parlementaire somalienne conduite par la ministre de la Femme et du Développement des droits de l'homme par intérim, Amina Hassan, a clôturé sa visite d'études et d'échange des compétences au chef-lieu de la région d'Arta. La visite de cette délégation à Djibouti s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et historiques entre Djibouti et ce pays frère. Et après les civilités habituelles, les membres de la délégation parlementaire somalienne ont été conduits au Sunny Hill Center pour un entretien avec les autorités de la région d'Arta qui sont venus nombreux. Et l'accueil et la délégation somalienne. L'objectif de cette visite consistait pour la délégation des parlementaires somaliens de visiter le lieu où s'est tenue en 2000 la conférence de réconciliation des Somaliens et la fondation de la première république de cette troisième république. Arta fut la dernière étape de la mission d'études et de la délégation somalienne qui séjourne depuis une semaine à Djibouti. Et dans son mot de bienvenue, le parlementaire Omar Ouaberi, natif de la région d'Arta, s'est dit réjoui d'accueillir la délégation parlementaire de la nation sœur de la Somalie dans la région d'Arta. Le parlementaire a indiqué que cette ville incarnait l'histoire de la nouvelle Somalie. Pendant 8 mois, donc, se sont réunis en l'an 2000, plus de 2500 Somaliens et pour trouver un accord et sortir de la guerre civile. Le député a mis en exergue l'honneur revenait au président de la République qui a décidé de faire sortir la nation sœur de l'obscurité. Et de son côté, le chef de la délégation parlementaire somalienne, Abdelkader Cheikh Ali, a remercié le président de l'Assemblée nationale et les parlementaires pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à la délégation qui l'accompagnait. Le chef de la délégation parlementaire a mis en exergue la volonté affichée du Parlement fédéral somalien de contribuer davantage au renforcement des relations de coopération entre les deux pays frères. Et de son côté, la ministre de la Femme et du Développement des droits de l'homme par intérim, Amina Hassan, a réagi également en remerciant le peuple djiboutien et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour leurs efforts consentis que Djibouti a mis en place pour la réconciliation et la paix en Somalie. La ministre somalienne a mis en exergue que la Somalie et Djibouti partageaient des relations privilégiées et des liens anciens forgés par l'histoire, la culture et la proximité et des valeurs communes entre les deux pays frères. Et de son côté, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahdon, qui accompagnait la délégation des parlementaires somaliens, a indiqué que les propos exprimés par la délégation des parlementaires somaliens encourageaient donc et donnaient la force d'aller encore de l'avant. Le ministre a rappelé que le président de la République est toujours en train de poursuivre cet élan de soutien et de solidarité envers le peuple frère somalien. Le ministre a suggéré également que Djibouti resterait pour toujours auprès de la nation sœur avec toutes les circonstances. Et pour finir, le garde des Sceaux s'est dit fier de la coopération entre les deux peuples frères et d'y être optimiste donc pour le futur de la coopération entre Djibouti et la Somalie. La 4e Assemblée générale des actionnaires de la société Ethio Djibouti Railway a ouvert ses travaux aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski. Cette séance a réuni des représentants du gouvernement de Djibouti et celui de l'Éthiopie. Cependant, depuis le 31 décembre 2023, le contrat de management d'Ethio Djibouti Railway avec le groupe chinois a pris fin. Et l'une des raisons de cette importante réunion a consisté donc à faire le bilan des 6 années passées et de discuter des perspectives futures de la gestion de cette ligne ferroviaire. C'est ainsi que l'Assemblée générale des actionnaires s'est penchée avec pragmatisme et vision sur la gouvernance de la société EDR, sur les aspects institutionnels, mais également sur sa performance économique et financière. Rappelons que le nouveau chemin de fer est né d'une vision commune des leaders politiques des deux pays pour doter la sous-région des infrastructures modernes aux normes internationales pour booster le développement économique et contribuer ainsi à l'intégration régionale.
Et dans son intervention durant cette importante rencontre, le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a indiqué que l'objectif de cette réunion était d'analyser le processus de relève que Djibouti et l'Éthiopie ont hérité de la Chine et le mode de fonctionnement des différentes modalités du chemin de fer qui relie les deux capitales. La capacité ferroviaire totale étant de 24,9 millions de tonnes de fret par an, dont 6 millions de tonnes par an attendues. Ces plans s'accompagnent pour augmenter la capacité annuelle de manutention de marchandises de 6 à 14 millions de tonnes avec l'objectif d'atteindre les 10 millions de tonnes de marchandises. C'est un joyau, a-t-il rappelé, de la coopération bilatérale entre les deux pays et les deux peuples. Suivons à présent l'intervention du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad. Je me permets de vous rappeler que le nouveau chemin de fer est né de l'émanation d'une politique éclairée, porteuse d'un symbole plus que centenaire et qui fonde les relations exceptionnelles et stratégiques qui lient les deux pays, d'une vision commune de nos chefs d'État. À ce jour, cet effort considérable d'investissement demeure à la fierté de nos peuples et contribue largement à notre intégration économique. C'est pour cette raison que je rends un hommage appuyé au leader politique, son Excellence, le président Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre Dr Abiy pour la volonté politique de doter la sous-région des infrastructures modernes aux normes internationales pour booster le développement économique et à l'intégration régionale. Depuis janvier 2018, date à laquelle le nouveau chemin de fer a été mis en service, nous avons observé une performance croissante malgré des obstacles majeurs. Des personnels, ingénieurs et techniciens de deux pays motivés et très engagés. Des services de sécurité très impliqués à la sauvegarde des biens et des personnes. Cependant, depuis le 31 décembre 2023, le contrat de management avec le groupe chinois a pris fin. Et l'une des raisons de notre réunion d'aujourd'hui consiste à faire le bilan des 6 années passées et de discuter sur les perspectives futures de la gestion de cette ligne ferroviaire. En ce jour crucial, mon souhait, en tant que ministre des Infrastructures et de l'Équipement, est que cette Assemblée générale soit les catalyseurs d'une collaboration fructueuse où les idées convergent et les solutions émergent pour le bien commun. Que cette réunion soit le point de départ d'une ère de coopération dynamique et d'action concertée pour relever les défis qui nous attendent. Dans l'actualité également, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a eu l'honneur de recevoir en visite de courtoisie le nouvel ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti, Ahmed Abdel Sobil. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques et militaires entre Djibouti et l'Égypte a permis aux deux hauts responsables de discuter des opportunités de coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun. Le général a chaleureusement accueilli le diplomate et a souligné l'importance de renforcer les liens entre les forces armées des deux nations. L'ambassadeur égyptien a exprimé sa gratitude envers le général Zakaria pour son accueil bienveillant et a souligné l'engagement continu de l'Égypte à promouvoir la coopération mutuelle dans tous les domaines. Le général du corps d'armée et le diplomate égyptien ont convenu de travailler de concert pour promouvoir la stabilité et la sécurité régionale, soulignant l'importance de la coopération internationale dans la résolution des défis communs. Lors de cette première rencontre entre les deux responsables, des présents ont été échangés pour symboliser l'établissement d'une relation positive et durable, et ces présents ont été choisis avec soin pour refléter l'estime mutuelle et renforcer les liens professionnels naissants. adiga hadantaanahay arlagu gam'aanahay tiir.
C'est la première fois dans l'histoire du port qu'un navire post-Panama transportant 96 000 tonnes d'engrais de type NPS à destination de l'Éthiopie a accosté au port polyvalent de Doralé, le DMP. Et c'est avec honneur que ce bateau, ce géant des mers dans notre pays en eau profonde a été amarré. Et comme toujours, les équipes des opérations étaient à pied d'œuvre et ont commencé le déchargement de l'engrais avec une cadence soutenue dans l'objectif de réaliser des performances. Ce géant des mers a une longueur de 250 mètres pour une largeur de 44 mètres, donc 10 mètres de plus que les navires commerciaux, avec une profondeur de 13,5 mètres et dispose de 9 cales de stockage. Ce navire a été chargé du port marocain Djorf Lasfar, doté d'installations modernes. Le DMP confirme encore une fois son expertise en matière de manutention de vrac sec, le port disposant de 12 grues de quai à portique soulevant jusqu'à 45 tonnes par mouvement. La deuxième réunion consultative de l'Organisation du monde islamique sur l'éducation, la science et la culture s'est tenue à Jeddah en Arabie Saoudite les 16 et 17 janvier dernier. La réunion qui a rassemblé les 54 pays de l'organisation a été suivie de la 44e session du comité exécutif de l'organisation. Une délégation composée du secrétaire général de la Commission nationale de Djibouti pour l'éducation, la science et la culture et du membre du comité exécutif de l'ICESCO a participé à l'événement. La deuxième réunion consultative de l'organisation fut ouverte avec les interventions des officiels du directeur général de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et des remerciements adressés aux organisateurs. Il a insisté sur la nécessité de l'organisation de se renouveler, d'adapter ses actions aux réalités des États membres et surtout de consulter les représentants de ces États membres et des experts du monde islamique afin que l'organisation reste un véhicule au service du développement et de sociétés musulmanes qui affrontent au même titre que les autres nations du monde des défis nouveaux et des situations parfois inédites qui exigent l'ingéniosité des fils et des filles qui composent ces nations. À l'ouverture de la 44e session du comité exécutif de l'organisation, les officiels se sont succédés à la tribune comme le directeur général de l'ICESCO, le président de la conférence, le président du conseil exécutif et le secrétaire général de la commission saoudienne pour l'UNESCO. Ils ont tous insisté sur la nécessité de consolider les acquis de l'organisation et d'approcher l'organisation aux États membres. Il a été avancé également l'idée de créer des bureaux régionaux dans certaines parties du monde. Dans un effort remarquable pour améliorer l'esthétique et la propreté de la ville, l'honorable député Hibo Ali Hussein a pris les rênes d'une initiative ambitieuse visant à nettoyer et à réparer la route du quartier 5. Cette initiative a non seulement recueilli un large soutien, mais également devenu un symbole d'unité, d'harmonie et de patriotisme au sein de la communauté. La collaboration entre la parlementaire Ali Hussein, l'ADR, l'agence djiboutienne des route, l'Office de la voirie de Djibouti et la gendarmerie nationale a ouvert la voie à un projet transformateur qui va au-delà de la simple amélioration des routes. Il s'agit d'inculquer un sentiment de fierté et de responsabilité aux résidents de ces quartiers qui participent activement à l'embellissement et à la propreté de la route. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'ONU lance un appel pour un meilleur accès à Gaza. La famine touche plusieurs endroits de la ville. Selon les agences humanitaires, et la situation s'aggrave à mesure que l'hiver s'installe et que le conflit s'enlise. Les bombardements continus d'Israël ont forcé des milliers de personnes à fuir sans abri. Plusieurs sont contraints de vivre sur le bord des routes, sans accès à la nourriture ou très peu. Les agences de l'ONU tirent la sonnette d'alarme pour une rapide sécurisation des voies d'accès à Gaza. Environ 300 000 personnes vivent encore au milieu des ruines alors que les combats se poursuivent. Depuis le début du mois de janvier, selon l'ONU, moins d'un quart des convois d'aide ont pu atteindre leur destination dans le nord de la bande de Gaza parce que les autorités israéliennes leur refusaient l'accès pour des raisons de sécurité. Et enfin, le Kenya s'est lancé dans une vaste opération de relocalisation de ces rhinocéros noirs. 21 mammifères en danger critique d'extinction vont élire domicile dans le parc privé de Lwasaba, situé dans le centre du Kenya. Cette relocalisation concerne plusieurs mâles et femelles récupérés dans 3 parcs. Et grâce à ces actions périodiques, le Kenya a réussi à sauver cette espèce de rhinocéros. Ils avaient environ 292 rhinocéros noirs dans les années 70 jusqu'au début des années 80.
1980. Ils ont été décimés par le braconnage avec le travail, la politique gouvernementale, l'engagement et l'agence kenyane de la conservation des espèces et d'un certain engagement du secteur privé et des communautés. Il ne reste plus que 6487 rhinocéros sauvages dans le monde, selon l'organisation caritative Save the Rhino, et tous vivent en Afrique. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellent week-end sur Télé Djibouti.